Bienvenue à ce webinaire sur l'organisation et la dynamique du groupe porteur de projet. C'est une introduction à plusieurs séquences de formation qui auront lieu notamment à Montpellier et à Marseille sur le deuxième semestre de cette année et sur les tout premiers mois de l'année 2019. Donc, je voudrais remercier Arnaud Foulon, donc l'animateur national d'énergie partagée, d'être là avec nous, et également Iban, qui est administrateur de IENR, donc dans le Pays Basque, qui lui témoignera sur justement la dynamique de son groupe depuis la constitution jusqu'à fédérer une dynamique très importante. Donc tout de suite, je voudrais remercier aussi tous ceux qui sont avec nous là, actuellement, et je vais laisser la parole à Arnaud pour commencer ce webinaire. Merci Julien. Alors, c'est un webinaire qui a pour rôle d'un peu de déflorer ce sujet nouveau pour le réseau énergie partagée, mais pas nouveau pour les porteurs de projets, puisque eux, dès le début, ils s'y collent à leur dynamique de groupe. En revanche, le réseau a mis un petit peu de temps on va dire, à partager des pratiques, des expériences et des savoir-faire sur cette question-là. Souvent pris par les questions plus techniques, plus juridiques, plus financières. On n'a pas exploré au démarrage du réseau énergie partagée ces questions de dynamique de groupe. Donc c'est nouveau et ce webinaire en est vraiment une première et le module de formation, qui est le module 3 dans notre parcours de formation, y répond. Pourtant, on pourrait s'en étonner d'aborder ce sujet si tard, car dans nos projets citoyens d'énergie renouvelable, et je reviens pas sur les définitions, sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend, sur une présentation de notre mouvement d'énergie partagée, je vous renvoie à notre site internet, nos webinaires et tout ce que vous pouvez trouver sur internet librement. Je vais attaquer directement dans le sujet, mais on va dire philosophiquement, en se disant que les citoyens de notre mouvement sont tous à la fois dans une réappropriation d'un bien commun, donc dans une approche très politique de leur place dans le monde. Ils viennent activement se réapproprier quelque chose qui était un peu trop sous-traité à des entreprises privées ou à l'État. Ils viennent faire eux-mêmes, collectivement. Donc c'est un mouvement, on va dire, assez fort, qu'on retrouve dans d'autres domaines, mais qui est là. Et en même temps, pour faire et faire aboutir leur réalisation, ils vont rentrer dans ce qu'on va appeler la méthode de projet, la gestion de projet, très proche de l'entreprise. D'ailleurs, ils vont créer des entreprises, mais des entreprises coopératives. Voilà. Donc on est à la lignée de deux approches, une approche assez politique du collectif, du faire ensemble, et une approche assez managériale de la gestion de projet et de l'efficacité. Et c'est un peu comment les deux coexistent dans nos groupes qui ont chacun leur sensibilité, leur culture, leur histoire différente. Donc vous allez voir ce que je vais vous proposer ici et puis dans la formation du module 3. On n'a pas fait de copier-coller de quelqu'un, on n'a pas pris pour argent comptant l'expérience d'un groupe, on a bricolé et on a essayé de tirer un peu les bonnes pratiques issues des expériences diverses et variées de nos groupes. Et on s'est également inspiré d'autres réseaux, notamment le réseau de l'habitat participatif, qui a de bonnes expériences du faire ensemble et du collectif. Et puis, on s'est aussi pas mal inspiré des mouvements d'éducation populaire, notamment une association bretonne, l'Escargot Migrateur, qui nous avait fait plusieurs formations. Alors, un groupe projet, je vais utiliser ce néologisme-là de novlangue, le groupe projet. En fait, on va parler de ça. On va moins parler de la mobilisation locale avec les dizaines, centaines de citoyens qui peuvent rejoindre le mouvement, mais souvent avec des implications plus faibles que le groupe projet qui va porter, contribuer, faire au quotidien le projet. Et souvent, vous le voyez, là, j'ai pris quelques photos, c'est variable, mais c'est en gros entre 3
et 20 personnes, souvent, qui sont là. Parfois, ça peut être plus s'ils ont une bonne organisation collective. Mais c'est ce groupe-là, ce groupe noyau dur, qui agit au quotidien pour faire avancer le projet. Et alors, ce schéma à côté, c'est pour vraiment, je vais m'attarder dessus parce que c'est un point important. À un moment, on peut se demander qu'est-ce qui est le plus important entre le groupe et le projet. Vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas juste de sortir des installations et de produire des kilowattheures renouvelables. Sinon, on aurait laissé ça aux grandes industries capitalistes qui savent très bien le faire. C'est aussi créer localement ce qu'on appelle des dynamiques locales, mais c'est aussi des groupes qui soient autonomes et qui soient de plus en plus autonomes, qui savent faire, qui apprennent, qui montent en compétences, qui font, qui savent s'organiser, vraiment qui rentrent dans une forme de résilience pour leur territoire. Ils sont capables de porter, de faire du projet. Et donc, souvent dans notre mouvement citoyen, on est pris en tension par notre volonté de changer d'échelle. On veut faire plus d'installations, des installations plus grandes, plus rapidement, parce que urgence du changement climatique, parce qu'il faut vraiment y aller et faire quelque chose. Mais cette urgence va créer un peu une tension entre la réalisation des projets, d'un point de vue technique, juridique, financier, il faut le sortir, il y a des impératifs, il y a des deadlines, etc. Et puis la vie du groupe, qui est, on le voit, plus, on va dire, plus qualitative, plus humaine, qui répond un peu à d'autres lois que des lois techniques ou financières. Et les deux peuvent être parfois en tension. Et c'est tout là, après, de trouver le bon équilibre. Et Iban, ce serait vraiment super dans ton témoignage que tu t'essayes de nous montrer comment vous avez trouvé un peu l'équilibre entre votre dynamique et la réalisation de vos installations. Juste, je le sors comme ça parce qu'on l'utilise peu, c'est un mot un peu universitaire, mais on parle de communauté intentionnelle pour parler de ces groupes projets. C'est le langage des chercheurs sociologues, sciences politiques. Voilà, mais je trouve que ça dit bien ce que ça veut dire, une communauté intentionnelle qui a l'intention de faire quelque chose ensemble. Voilà, et communauté, s'il y a quelque chose bon, c'est ouvert, on reviendra dessus. Voilà, donc en fait, on passe peu de temps à transmettre ça, mais dans nos groupes, il y a besoin d'humanité, de beaucoup d'humanité, il y a besoin de bienveillance, il y a besoin d'écoute. On peut pas reproduire tous les biais et les dysfonctionnements de la société dans nos groupes, sinon on va pas aller très loin dans le portage de nos projets. Et surtout que les projets, on les porte pour plusieurs dizaines d'années. Alors du coup, ce qu'on peut dire et qui peut être un peu bouleversant pour certains groupes, c'est que parfois, ça peut être important de lâcher sur l'objectif du projet pour prendre le temps de prendre soin du groupe. Voilà. Et c'est beaucoup ce qu'on va essayer de montrer, c'est comment prendre soin du groupe sans trop lâcher évidemment sur le projet et plutôt en essayant d'être efficace. Voilà, je rentrerai sur des exemples, mais je le répète, le but du jeu, c'est pas de faire la même chose qu'on fait au travail dans nos projets. C'est pas surtout, c'est ne pas tuer le désir qu'ont les gens de faire ensemble et de se réapproprier. Donc bon, il y en a qui ont des grandes maximes sur il faut garder la joie dans nos projets. On n'est pas là pour se faire engueuler, on n'est pas là pour s'embêter. Voilà, on n'est pas là pour refaire une deuxième journée de travail. Donc, on est là pour vivre aussi quelque chose ensemble dans ces projets. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de regarder ensemble là pendant le webinaire et lors de la formation du module 3, cette prendre soin du groupe. Alors, vous avez exprimé des attentes par le questionnaire et je vous en remercie. Je les ai un peu prises et ça me permet de trier un petit peu pour vous dire que parmi ces attentes, il y avait j'aimerais savoir comment lancer un projet, comment on porte un projet, comment on finance un projet, comment on concerte avec tout le monde sur le territoire. Non, ça c'est d'autres modules de formation, c'est d'autres guides, c'est bon, il y a plein d'autres choses. Donc c'est si vous voulez, c'est pas vraiment le point de départ là, ce module et cette formation.
Vaut mieux regarder le module 1, les projets de A à Z citoyens, et puis on a fait des webinaires là-dessus, on a des guides sur comment donner les grandes étapes d'un projet. Là, on regarde vraiment le groupe qui va porter. Alors, oui, on va répondre à certaines de vos attentes, mais pas ici, plutôt dans le module 3. Par exemple, sur tout ce on va rentrer dans le détail dans le module 3 des méthodes collaboratives de projet, les outils de travail à distance, les outils collaboratifs, notamment numériques. On va rentrer sur des outils de régulation du groupe en cas de conflit ou de gestion de crise. On va rentrer sur des savoir-faire assez pratiques, sur animer une réunion publique. Voilà, et puis surtout, on va brasser des retours d'expérience comme là, Iban va nous en apporter un. Ce qu'on va faire ici, on a 1 heure, hein, et puis il y a le témoignage d'Iban, il y a vos questions, donc je vais me concentrer sur un propos qui va être de définir le groupe projet, cette communauté intentionnelle, et puis de vous montrer un aperçu des grandes étapes de la vie d'un groupe au regard des étapes de la vie d'un projet, avec les différents outils qu'on a et qu'on proposera et on fera découvrir dans notre formation. Alors, commençons par la notion de groupe. Le groupe, où est-il et qu'est-ce que c'est? Si on essaie de le définir, c'est spécifique là à nos cadres et à nos projets citoyens. C'est un groupe qui se donne comme objectif de sortir une installation d'énergie renouvelable à plus ou moins court terme sur son territoire, donc avec un objectif comme ça d'efficacité, mais qui va fonctionner plus horizontalement comme une association. Donc déjà, les frontières du groupe, elles sont floues, hein, il n'y a pas une carte, un statut ou quoi. Chacun va s'engager de manière assez variable, à sa manière, à ce qu'il peut dans le groupe. On va se fixer des objectifs collectifs, mais ça va évoluer dans le temps, très vite. Voilà. Il y a une adhésion, mais bien sûr, c'est pas un contrat de travail, c'est un engagement volontaire des membres. Donc c'est pas la même manière de manager, pour reprendre un mot d'entreprise, des groupes de bénévoles qui portent des projets. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est rare que, même ça n'arrive jamais, que des groupes de citoyens qui portent des projets dans notre mouvement aient une organisation hiérarchique. Ils sont plus sur des formes d'autogestion, plus ou moins abouties. Et c'est bien là, je pense, la plus-value de notre travail ici, dans ce webinaire et dans cette formation, que de travailler sur comment être efficace et heureux en autogestion. Ce qu'on peut observer, c'est que dans ces groupes, le leadership est clairement important. Pas se voiler la face, il y a des locomotives dans les groupes, généralement plus d'une personne, vaut mieux, qui s'impose comme ça un peu naturellement. Bon, du coup, on a tendance à se méfier un peu du leadership, parce que ça se rapproche petit à petit du pouvoir dans le groupe, alors qu'en fait, le leadership, c'est d'abord une délégation de responsabilité en fonction des envies, des compétences de chacun, et c'est un moment le groupe qui délègue de la responsabilité à des leaders sur certains sujets. Du coup, le leadership, c'est quelque chose, c'est vraiment un outil de travail dans l'organisation du groupe qu'on peut vraiment formaliser et sur lequel rentrer. Il y a des règles rarement dans les groupes projets, rarement de règlement intérieur, rarement de règles de fonctionnement. C'est rarement rassemblé en tutoriel pour les nouveaux arrivants. Et pourtant, on s'aperçoit que c'est de plus en plus nécessaire pour trancher dans des flous qui font perdre et créer beaucoup de malentendus. Ce sont des aventures collectives dans lesquelles il y a du conflit, et là-dessus, c'est pas facile à gérer pour personne. Tout le monde n'est pas psychologue, clinicien pour savoir aborder ces cas-là. Et il y a souvent beaucoup d'affect entre les personnes de l'histoire. Donc ça peut être assez douloureux. Là-dessus, il n'y a pas de recette magique. Il y a des outils, mais des bonnes pratiques, on va dire. Le plus important, c'est de prévenir les conflits, mais ça arrive quand même qu'il y en ait. Là-dessus, dans la formation, on rentre un peu plus en détail. Et puis,
faut voir qu'il y a des groupes où les gens se connaissent déjà bien, ils ont une habitude de travailler ensemble. Et puis, il y a des groupes qui se constituent différemment, qui ont commencé par des réunions publiques et très vite, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées et les gens ne se connaissent pas forcément. Et ça, c'est vraiment une caractéristique très particulière pour aborder et savoir comment nourrir la dynamique du groupe. Pour terminer sur la définition un peu et la spécificité des groupes citoyens dans notre mouvement, je le disais, il y a un petit noyau dur au milieu. Autour, un collectif de sympathisants plus ou moins engagés, vraiment à géométrie très variable. Et puis, il y a beaucoup d'échanges entre ces différents niveaux d'implication. Et j'aimerais insister là-dessus. Là, c'est un petit schéma. Vraiment, les frontières sont très perméables et selon ce qui se passe dans la vie des gens, on peut aller d'un cercle à l'autre. Voilà. Ce qu'il faut réussir pour un groupe, c'est accepter, et même plutôt en faire une force, que chacun a une implication différente dans le projet, un peu à la carte. Bon, ça crée un peu de volatilité dans l'engagement des gens, mais c'est ça qu'il faut réussir à trouver. Et déjà, si on est dans le troisième cercle, c'est déjà super. Si on est dans le deuxième, bravo, sans vous, on n'y arriverait pas. Et si on est dans le premier, et ben là, il faut être très humble et pas attendre des médailles et des coupes. Faut le faire parce que ça a du sens pour soi, de s'investir dans le premier noyau dur du projet. Je prends encore 10 minutes. Ça va, Julien, si je prends encore 10 minutes pour terminer la présentation? Écoute, ça me va parfaitement, puisque je pense que là, pour l'instant, il y a pas de questions, donc ça semble très clair. Okay. Et donc, n'hésite pas, vas-y. Alors, je vais vous esquisser un peu audacieusement une théorie de groupe. Je sais même pas qui l'a fait, d'où elle vient. Voilà, parce que vous savez que c'est une discipline, hein, et puis ça rejoint beaucoup la psychologie sociale. On peut faire plein de choses de théorie là-dessus. Moi, j'ai trouvé quelque chose qui nous parlait bien. C'est le réseau de l'habitat participatif qui nous l'a apporté. Et puis, vous allez voir, on l'applique à la vie des projets d'énergie renouvelable citoyens. C'est en fait, il y aurait 4 phases dans un groupe, dans la vie d'un groupe. Et alors, c'est pas dans la vie de toute sa vie. Des fois, ça peut être assez concentré. Et en fait, c'est assez cyclique. Vous voyez, c'est un cycle qui se répète dans la vie d'un groupe. La phase 1, la première, c'est un peu le décollage. C'est ce qu'on peut appeler la phase de séduction. Là, c'est un peu l'âge d'or. Tout le monde est sur son nuage. Généralement, il y a beaucoup d'idéaux et de goûts à être ensemble. On voit pas du tout les ombres au tableau et les nuages se profiler. Souvent, voilà, ça se passe bien, même si le risque déjà, c'est que on commence déjà soi-même un peu à s'oublier. Pour le groupe, on accepte beaucoup de choses, même si c'est pas très satisfaisant pour soi. La deuxième étape qu'un collègue appelait la rouspétance, c'est un peu là, en réaction à cette première période. Là, des tensions se créent, des conflits peuvent même arriver. C'est le risque. En tout cas, au moins, pas mal de malentendus et d'incompréhensions, parce que là, chacun revient un peu sur sa posture à lui, plus personnelle, sur son bien-être à lui, et essaye de revenir et de retrouver un peu sa cohérence, son sens à lui dans le groupe. Et souvent, il y a un petit décalage qui fait que chacun va un peu camper sur des positions. Il va y avoir besoin de beaucoup discuter. La phase 3 est une phase où ça redevient, on remet les choses dans l'ordre et ça repart de plus belle, mais plus organisé, plus apaisé, plus calme, avec peut-être plus de règles. On commence un peu à s'institutionnaliser. En tout cas, le groupe commence à se structurer. Et là, le risque, c'est évidemment un peu, on va dire, l'éclatement du groupe et qui est scission. Certains ne se retrouvent pas dans ces nouvelles règles ou cette normalisation.
Et puis la dernière règle, bah, c'est la réalisation. C'est pour ça que je dis que bon, c'est cyclique, hein, parce qu'on réalise en permanence, hein, dans ces groupes. Mais voilà, c'est cet équilibre où chacun prend sur lui tout en restant bien là dans le groupe. On commence à faire vraiment émerger des solutions, des décisions très collectives, productives pour le groupe. Voilà, il y a du soutien, il y a de l'identité collective. Bref, on peut l'espérer. C'est là un groupe qui devient solide et qui est prêt à accueillir des nouveaux, qui feront sans doute évoluer le projet et peut-être retombera-t-on dans une nouvelle phase de séduction, peut-être, et puis ainsi de suite, de rouspétance, de normalisation et de réalisation. C'est j'ai envie de dire, c'est très schématique, mais c'est une grille de lecture utile pour notre sujet. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve ce schéma qui est pas très beau, je vous l'accorde. On va le faire plus joli, mais il est dense, il y a du contenu. Vous voyez, c'est au centre l'échelle dans le temps des étapes de la vie d'un groupe que je viens de vous présenter. En haut, c'est plutôt l'étape de vie du projet. Donc là, un peu arbitrairement, hein, on a rapproché les deux en se disant que bon, la phase d'émergence du projet, quand vraiment on est au tout démarrage du projet d'énergie renouvelable, bah, c'est cette phase-là où le groupe se constitue, de séduction et déjà un peu de rouspétance avant de commencer cette phase de développement, là où c'est du sérieux, on lance les études et tout ça. On peut espérer qu'on soit plus trop dans la phase de rouspétance et qu'on soit dans une phase de normalisation du groupe, de son organisation, parce que là, il va falloir quand même être un peu efficace. Et puis, phase de chantier d'exploitation, voilà, c'est un peu la phase de réalisation pour le groupe. Donc, à ces différents moments, on peut dire qu'il y a des enjeux dans la vie du groupe. C'est donc là, ici, là, en écrit de travers. Sur la première phase, la phase de séduction, alors ça va pas parler aux techniciens, aux ingénieurs, hein, je vous le dis. C'est vraiment de l'humain et en même temps, c'est déjà assez formalisé. Mais il s'agit de partager les motivations de chacun. Et ça, il y a de la méthode et il y a des ateliers pour le faire. Il faut prendre le temps de le faire. Il faut vraiment que le groupe se constitue et produire du lien entre les gens, ce qu'on appelle de l'interconnaissance, quoi. Le groupe, c'est du tissage entre individus. Donc, il faut que les individus, les uns aux autres, apprennent à se connaître et pas tout le temps, en permanence, être en groupe. Il faut aussi laisser de l'espace aux deux par deux pour apprendre à se connaître. Il faut produire de l'identité collective. Voilà, pour le groupe, c'est important. Avoir des expériences communes plutôt positives, conviviales, et puis vraiment savoir permettre aux subjectivités des gens de s'exprimer sur les sujets. Bon, ça c'est vrai tout le temps, mais en particulier au démarrage. Donc là, on a quelques outils. Donc c'est en bas. Bon, je rentre pas dans le détail, on rentre dedans pendant la formation. Voilà, c'est vraiment plutôt issu de l'éducation populaire et puis mais très utile qu'on utilise beaucoup. En phase de rouspétance, on sait que il y a la question du leadership qui est vraiment centrale. Il y a la question de passer rapidement en mode projet avec des outils fiables. Et puis d'avoir quelques savoir-faire, notamment animer des réunions. Hein. On peut plus perdre du temps sur les réunions, il faut quand même qu'elles soient efficaces et savoir prévenir et surtout réguler des conflits. C'est pas magique encore une fois, mais il y a quelques outils. En phase de normalisation, là, on commence à rentrer dans le dur de nos outils, à flirter avec ce qu'on appelle la sociocratie, dont on se rapproche petit à petit dans le mouvement énergie partagée. Je rentre pas maintenant dans la définition, mais on va utiliser des outils comme l'élection sans candidat pour trouver un peu les référents ou les responsables de différents cercles de travail. On va pouvoir
écrire un règlement intérieur ou une charte relationnelle. C'est possible et ça peut être utile. Et puis, on va commencer à formaliser l'organisation du groupe et des différents cercles et des responsabilités de chacun. Et puis enfin, dans la réalisation, là, il y a besoin de prendre pas mal de décisions. Je parlais de sociocratie, on utilise de plus en plus la gestion par le consentement. Et puis, on va utiliser des outils d'évaluation parce que c'est important d'évaluer, de célébrer et de se donner de la reconnaissance à nos réalisations. Et là, c'est différents outils d'évaluation, tout simple, mais en fait, c'est tout le temps passé à la trappe. Donc, alors qu'ils sont très simples à mettre en œuvre. Bon, voilà. Pour vous dire, la formation, elle va s'organiser beaucoup comme ça, mais rentrer vraiment dans les outils. Du coup, si je concluais, d'abord par ce petit schéma, je ne sais pas si vous le voyez, ce petit schéma, non là vous le voyez pas, il est là. Moi je l'aime beaucoup parce que c'est typique sur ce sujet. On a toujours d'autres choses à faire quand on porte un projet d'énergie renouvelable que de commencer à réfléchir au groupe. Il y a tellement d'autres sujets sur le feu et pourtant c'est vraiment votre monture et c'est vraiment aussi là où vous allez avoir de la résilience, de l'autonomie. Voilà, donc ça mérite qu'on s'y attarde. Dans cette formation, voilà, on va essayer de concilier efficacité, mode projet, qui est déjà, c'est un peu, on va dire, qui est d'inspiration très libérale, quoi. Hein. C'est aujourd'hui des méthodes d'organisation d'efficacité avec le soin du groupe. Et là, on bricole, mais je pense qu'on fait des choses de plus en plus utiles. Voilà, on va trouver l'équilibre. Donc, la question de savoir fonder un groupe, évidemment, c'est important. J'en ai parlé des responsabilités, des leaderships, des conflits aussi, l'organisation en cercle de travail aussi, découvrir la sociocratie et maîtriser le b.a.-ba des outils de gestion de projet, de travail à distance, documents partagés, outils de conférences téléphoniques à distance, voilà. Et puis surtout, savoir animer une réunion, c'est tout bête, c'est pas juste un ordre du jour et un gardien du temps. C'est un peu plus compliqué, ça peut se sophistiquer de plus en plus, et c'est aussi ça qui fait faire de belles expériences collectives aux gens. Quand on repart d'une réunion un soir et qu'on a trouvé que ça a été super bien animé et qu'on a bien avancé, ça donne de l'énergie à tout le monde. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Je peux répondre et en tout cas, je passe la parole à Iban. Ouais, avant, je voulais juste dire, Arnaud, soit tu as été absolument magistral, ou soit nos participants, qui sont nombreux d'ailleurs, 27 là en direct et puis 8 sur Facebook, donc ça fait un petit groupe de 35 personnes quand même qui nous suit. Donc soit ils sont un petit peu timides, mais en tout cas, j'ai pas de questions. Juste avant de passer la parole à Iban, je voudrais rappeler à tous que la première journée de formation entière donc sur ce sujet aura lieu le 12 octobre à Montpellier avec le réseau Éclair, hein, en Languedoc-Roussillon, et que la deuxième session de formation sur ce sujet aura lieu le 24 janvier à Marseille. Donc tout de suite, on peut laisser la parole à Iban. Iban, si tu veux, tu peux partager ton écran. Ouais. Non ? Bonjour Iban, merci de nous rejoindre. Donc, bonjour de nouveau. Donc, Iban Lisserralde, de INR au Pays Basque. Donc, je viens du Pays Basque du Sud, donc Pays Basque dit espagnol. Donc, soyez pas étonnés si vous entendez un petit accent. Aussi, je fais des fautes en français, hein, donc vous pouvez poser des questions aussi si vous n'avez pas bien compris quelque chose. Donc, INR, c'est une société, donc juridiquement c'est une SAS, hein, c'est une société donc action simplifiée. Et je vais essayer de partager l'écran. Vous voyez bien là? Oui, on voit très bien. Très bien. Donc effectivement, un peu pour faire l'historique, je vais pas rentrer dans les détails
des valeurs qui nous sont réunies ou qui a réuni au départ les premières équipes. Je pense que c'est les valeurs que vous retrouvez dans vos équipes, dans les groupes que vous avez constitués autour de la souveraineté énergétique, de la transition énergétique, de la sobriété des énergies renouvelables. Juste pour l'historique, donc INR s'est fondé en 2014, donc il y a eu un premier mouvement entre 3-4 personnes et dans les premières réunions, on a assez rapidement constitué un groupe de 10 personnes. Donc, c'est ces 10 personnes qui ont constitué les SAS et on a démarré donc les différents projets. Je voudrais souligner aussi que ce groupe n'est pas constitué autour d'un projet précis ou une idée autour d'un village, mais plutôt autour d'un territoire, donc c'est le territoire du Pays Basque, avec l'idée de développer des énergies renouvelables dans le sens large. Dans le sens large et travailler sur la transition énergétique. Donc, au départ, on n'avait pas de projets et on n'avait même pas de pistes de projets. On n'avait rien. On n'avait rien. Donc, on a d'abord constitué l'équipe et on a commencé à regarder. Et les premières choses qu'on a fait, c'est contacter les différentes collectivités. Et donc, c'est bien avec suite au contact avec les premières collectivités qu'on a commencé à identifier ce qui seraient les premiers projets. Voilà. Et donc, c'est aussi avec cette constitution de ces deux groupes de 10 personnes qu'on a commencé à communiquer et à trouver l'adhésion des premiers actionnaires. Donc, c'est nécessaire, donc j'utiliserai le terme actionnaire. Même si le fonctionnement on a écrit les statuts comme une coopérative, donc le fonctionnement en assemblée générale, ça ressemble beaucoup à une coopérative. Chaque actionnaire a un voix indépendamment du montant d'actions qu'il a au sein de l'INR. Voilà, donc je vous montre rapidement l'évolution de notre actionnariat. Donc, vous voyez que ça monte assez rapidement. Et aujourd'hui, on est donc à 450, dernière nouvelle. Donc, 450 actionnaires. Et donc, on est bien un périmètre précis. Donc, on travaille au niveau périmètre Pays Basque. Et on n'a pas vocation d'aller plus loin. Je dis ça parce qu'au départ, on a été aidé pour monter INR. Et donc, aujourd'hui, quand on est sollicité par des gens, des groupes qui sont motivés autour, que ce soit dans les Landes, que ce soit dans les Pyrénées, en Ariège, etc., et nous, on dit non, je vous invite à créer votre groupe et nous, on va vous aider à créer votre coopérative, votre SAS. Donc, c'est bien la logique qu'on applique à chaque fois et ça a été le cas avec plusieurs groupes qui sont montés les dernières 2-3 ans. Je vous montre rapidement aussi les poids des différentes tranches d'âge. Je trouve que c'est intéressant parce que parmi tous les actionnaires, donc on a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui sont impliqués plus ou moins à INR, mais on voit bien que les jeunes, ils jouent les jeux, ils arrivent ils prennent 100 €, 200 € d'actions, mais après, on a les poids d'actionnariat, des poids financièrement, et bon, c'est surtout les retraités qui ont poids. Donc, ils sont pas nombreux, les retraités, mais je sais pas quelle est votre réalité. En tout cas, notre réalité, c'est que on n'a pas beaucoup de retraités, mais d'un point de vue financier, ils jouent vraiment les jeux. Iban, Oui. Bernard, là, je t'entendais parler de parts à 100 € et j'ai Bernard qui est visiblement un fan des monnaies locales et qui connaît l'Eusko et qui voulait savoir, donc, est-ce qu'il y a une synergie entre INR et la monnaie locale? Oui, effectivement, il y a déjà dans la réalité, la constitution de l'INR, il y avait 2-3 membres du groupe monnaie locale qui étaient parmi les fondateurs. Et c'est toujours le cas, c'est-à-dire que dans le noyau dur, on va dire, dans les groupes projets, il y a toujours des membres de l'EUSCO, de la monnaie locale. Les liens sont très étroits, on essaye à chaque fois de travailler ensemble. Après, pour être pragmatique, par exemple, quand il s'agit de prendre les actions ne sont pas prises en EUSCO.
Les actions sont prises normalement en euros, même si des fois on va accepter, et tout simplement parce qu'on va, compte tenu des caractéristiques de nos projets, on aurait du mal à éculer cette monnaie locale. Donc on l'utilise, et surtout quand on organise des moments conviviaux et tout ça, on fait jouer la monnaie locale, mais c'est toute une réflexion plus à moyen long terme et qu'il faudrait amener avec la monnaie locale. Pour demain, imaginer que l'installateur, par exemple, soit payé en monnaie locale, parce qu'aujourd'hui, concrètement, les matériels qu'on achète, on ne peut pas payer en monnaie locale, comme vous pouvez très bien imaginer. Mais oui, c'est la réalité. Il y a un lien très, très étroit. Et juste pour finir, j'ai pris un petit exemple de parcours d'un projet photovoltaïque. Alors, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on monte un projet photovoltaïque, c'est pas du tout le but d'aujourd'hui, mais je voulais juste vous montrer comment se crée cette dynamique aussi avec les nouvelles entrants, les acteurs qui arrivent à INR. Donc, je vous ai dit, donc, au départ, on essaye d'aller vers les collectivités. Donc, on essaye de mobiliser les bouche à oreille, peut-être, et connaître un élu local ou aller contacter directement le maire de ville ou le village. Et suite à la première réunion, on commence déjà à regarder techniquement où on pourrait faire des installations. Donc, je vous rappelle qu'au départ, on n'avait même pas de pistes. Donc, assez rapidement, on a identifié des pistes pour lancer des projets. Et une fois qu'on a concrétisé, on a priorisé ces projets, on va se focaliser sur 7 villages. Et on va faire un travail de communication dans le cadre de 7 villages. C'est-à-dire qu'en parallèle, il va y avoir un travail technique, de faisabilité technique, financier du projet, un travail avec la mairie, avec la collectivité, donc pour aboutir à avoir un accord formel de la mairie, et aussi un travail avec les citoyens, c'est-à-dire avoir des réunions publiques et voilà, présenter notre projet et aller chercher lever des fonds dans ce périmètre très petit qui peut être dans le cadre d'un village, par exemple. Donc, effectivement, il y a certains villages qui jouent les jeux. On a eu des projets les jeunes, donc les actionnaires, qui sont vraiment joué les jeux. Leur projet, les projets au sein de ce village a été monté exclusivement avec les finances des villages. D'autres villages, c'est pas forcément le cas. Après, c'est difficile aussi de comparer un projet de 9 kilos à une ville comme Bayonne ou un projet de 100 kilos dans un village de 150 habitants. Donc, on ne peut pas vraiment comparer. Mais tout ça pour vous dire que c'est justement cette logique de travailler à chaque fois dans les villages, dans un périmètre très petit qui est proche du projet qu'on va lancer, ça nous amène d'un part des actionnaires et ça nous permet aussi de rencontrer directement des citoyens. Et c'est là aussi qu'on va voir des gens qui, par la suite, ils vont s'investir dans notre groupe. Donc, j'avais mis quelques exemples. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques d'exemples. Encore une fois, c'est pas le but. Mais des projets, juste pour vous dire, des projets type école, par exemple, école publique. Là, c'est l'école publique d'Austerlitz. Effectivement, ça permet d'avoir un approchement plus serein, on va dire, avec les citoyens, d'aller à la rencontre des parents. Et on a tout de suite travaillé avec les directeurs, les maîtresses d'école pour travailler aussi, faire des petits projets avec les étudiants. Donc forcément, on est sollicité par les parents, donc ils s'intéressent. Donc tout ça, ça crée des liens et on va dire que c'est là qu'on va trouver non seulement des actionnaires, mais aussi des membres du futur groupe, du noyau, on va dire, des noyaux durs du groupe projet. Et à chaque fois, donc, on essaye aussi d'organiser des réunions d'assemblée générale et d'échanger. Donc, les premières années, c'était à Austerlitz et les deuxièmes années, c'était à Ostabat. Donc, peut-être que certains parmi vous connaissent déjà l'installation d'Ostabat. Sur l'église d'Ostabat, c'était les premiers projets qui étaient
en obligation d'achat avec Enercoop. Donc peut-être que vous avez déjà vu la photo. Donc voilà, dans la deuxième réunion, même si c'était un petit village, on a organisé là. Et donc là, c'est tout le monde qui a joué les jeux, donc les traiteurs du coin, monsieur le maire. Et donc tous les gens, même si c'était un effort pour les gens, géographiquement c'est un effort, mais on a fait effectivement, les gens ils ont fait l'effort de se déplacer de ces villages, de créer des réunions et d'organiser des réunions au sein des villages. Voilà, notre dernière réunion, c'était à Mackay. Pour vous donner des détails, peut-être aujourd'hui, comment on est constitué, pour faire suite aussi à la première intervention. Donc aujourd'hui, on a rapidement créé donc ce groupe de 10 personnes qui étaient les groupes au projet. Donc, il y a eu de petits changements, donc, mais l'essentiel du groupe a continué à fonctionner pareil. Donc, il y a 8-9 personnes qui sont restées depuis le début. Il y a 3 personnes qui ont intégré, 1 personne qui sont parties. Donc, vous voyez que la rotation n'est pas très grande. Il y a toujours 8-9 personnes qui restent depuis le début. Alors, il faut qu'on dise aussi que nous, au bout d'un an et demi, on a pris un salarié. Donc, même si financièrement, on n'avait pas encore une visibilité très claire, et je peux vous dire qu'au bout d'un an et demi, la dynamique aussi, et c'était pas si évident de garder la dynamique de l'investissement de ces 10 personnes, pas à 100%, mais voilà, on voyait bien que certains commençaient à fatiguer, qui avaient envie, mais qui pouvaient pas venir à toutes les réunions, etc., etc. Donc, ils sont restés dans les groupes, mais une fois qu'on a commencé à partir du troisième, quatrième projet, et c'est les salariés qui a pris en charge les différentes tâches et qui constituent, voilà, les montages, faisabilité financière, technique, etc., etc., et la relation avec les installateurs. Et donc aujourd'hui, on va dire, 450 actionnaires, dont 12-13, on va dire, qui viennent systématiquement à des réunions, dont 3 ou 4 qui s'investissent quotidiennement, beaucoup, on va dire, même s'ils sont en travail par ailleurs, et un salarié. Un salarié qui, lui, il est à 100% sur le projet. Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui, on va dire, la réalité quotidienne des INR. Donc ensuite, au niveau des outils et tout ça, on n'a pas rien d'extraordinaire à partager avec vous. On essaye d'avoir des outils digitaux, voilà, des outils digitaux où on partage tous les documents, toutes les présentations, les matériels de communication, de telle façon que s'il y a 3 à 4 personnes qui prennent l'initiative d'organiser une réunion dans le cadre je sais pas, des week-ends, des manifestations militantes, voilà, ou un festival, mais voilà, ils vont chercher directement dans notre outil digital, ils prennent toutes les informations qui sont besoin et ils s'organisent, ils sont autonomes pour organiser leur stand, leur petit séminaire. Pour des réunions qui émergent à partir de la mairie, on a tendance à mobiliser systématiquement les salariés et 2-3 membres du comité de direction. Donc, c'est des réunions publiques, on va dire, qui on essaye d'être plus formelles et donc voilà, qui se préparent un petit peu. Donc voilà, c'est pas comme ça l'initiative de 2-3 personnes qu'on se permet d'organiser des réunions publiques, on va dire, suite à l'identification d'un projet et suite à l'accord avec une mairie. Ça. Iban, oui. On a pas mal de questions sur le salarié que vous avez embauché finalement très tôt dans l'histoire de votre projet. Déjà sur le financement, comment vous avez réussi à financer un poste? Oui, ça c'est sur le statut. Quel statut il avait? Est-ce qu'il était voilà. Alors, quand il a été embauché, donc il y avait encore des aides. On a eu un certain nombre d'aides de l'État. Je ne sais pas actuellement où ils en sont de tous ces états. Je sais qu'il y a certains qui ont disparu, mais on a vu d'autres apparaître, donc je ne pourrais pas vous donner des détails. Mais en tout cas, à l'époque, on a eu un emploi aidé pour 1 an renouvelable.
Donc, voilà, avec les conditions qui vont avec, hein, c'est-à-dire on a embauché une personne dans une zone, voilà, dans un périmètre concret, voilà. Donc ça, c'était, voilà, on respectait ces conditions, donc ces salariés a été embauchés dans ces cadres. Et les financements, ça c'est une très bonne question, parce que nous, en tout cas, à l'époque, et je pense que beaucoup seront dans le cas comme vous, c'est-à-dire on a un nombre d'actionnaires, donc on a réussi à mobiliser voilà, un certain nombre d'actionnariats, mais cette financement mobilisé, et nous, on l'utilise pour le projet. Donc, c'est 100% fléché pour l'investissement au sein d'un projet, et ce n'est pas utilisé pour financer les salariés. Donc, effectivement, c'est les premières difficultés qu'on avait de trouver les modèles économiques pour financer notre salarié. Je peux vous dire qu'au départ, on n'avait pas une visibilité très claire. Donc, ça, je vous cache pas qu'on n'avait pas une visibilité. Donc, à un moment donné, on s'est lancé. On a pris un risque financier, on va dire, d'embaucher cette personne et au fur et à mesure de trouver d'autres types de financement pour pouvoir, on va dire, boucler les aides de l'État. Donc, ça a été des petites missions, autour de la transition énergétique, autour des conseils qu'on peut donner. On a aussi répondu à des appels d'offres qui sont liés à la recherche et à l'innovation. Donc, actuellement, par exemple, on travaille avec la région d'Aquitaine. Donc, effectivement, une partie du financement vient de la région d'Aquitaine aussi, mais pour des projets qui sont pas exclusivement de l'animation citoyenne, il y a une partie aussi recherche-innovation. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans les périmètres, par exemple, de quel rôle on peut jouer, nous, en tant que communauté citoyenne, et de même, par exemple, dans l'autoconsommation collective, pour mettre un exemple réel. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a la région, par exemple, qui s'intéresse à cette problématique réelle, non pas d'étudier techniquement qu'est-ce que c'est l'autoconsommation et qu'est-ce que c'est l'autoconsommation collective, mais plutôt de voir qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, coopératives et communautés citoyennes, quel rôle on pourrait jouer demain au sein d'un projet d'autoconsommation collective. Donc voilà, donc c'est un ensemble de petits projets qui nous permet aussi d'avoir les financements nécessaires pour financer cette salariée. Après, je ne vous cache pas qu'au fur et à mesure que vous faites des projets, donc nous, on est déjà à notre 15e projet photovoltaïque, tout ça, évidemment, tous les 6 mois, il y a les petits chèques d'EDF qui arrivent. Donc tout ça, ou un ERCOP maintenant, dans certains cas. Donc effectivement, tout ça, ça va donner un état financier, on va dire, une bonne santé financière à notre entreprise et avoir un fonds de roulement, un cash flow, on va dire, qui permet de payer cette salariée avec beaucoup moins de risques. Iban, ouais. Julien, vas-y, relais les questions si tu veux. Non, juste rapidement, il y a Agena qui demande de pouvoir mettre la diapo précédente parce que visiblement, tu es passé un peu vite et elle intéresse. Voilà. Merci beaucoup pour ça, Iban. Et alors, il y a pas mal de questions, y compris sur Facebook, sur les projets, hein, parce que comme tu as parlé de projets, Iban, effectivement, ça attire pas mal de questions. Je voudrais retenir dans un premier temps les questions qui sont plus liées à notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur le groupe, l'organisation du groupe, la vie du groupe. Et là, donc, je relais aussi la question d'Agena sur la SAS. Est-ce qu'elle peut encore accueillir des actionnaires? Combien et dans quelles conditions? Oui, ça, je vois bien une personne qui s'intéressait à un statut de SAS et avec toutes les évolutions qu'il a eues. Effectivement, au départ, il y avait aussi cette limite des citoyens qui pouvaient intégrer. Alors, il y a des collègues dans d'autres endroits
en France qui ont trouvé des astuces de s'organiser en petit cigale. Et il y a un ensemble de citoyens qui s'organisent en cigale. Et ensuite, c'est le cigale en tant que personne morale qui intègre les SAS, tout ça. Bon, il y a des petites astuces comme ça. Nous, on l'a pas fait. On l'a pas fait, c'est-à-dire que les faits, il y a une petite astuce. Je ne veux pas dire astuce, mais en tout cas, dans la législation, il y a une phrase qui dit qu'on peut intégrer des projets autour de là où on concrétise notre projet. Donc voilà, donc du coup, voilà, pour l'instant, on travaille comme ça. On a jusqu'à 450 actionnaires aujourd'hui. Donc, on continue à travailler comme ça. Et il y a même certaines collectivités qui sont rentrées dans l'actionnariat de SAS. Alors, j'ai deux questions. Merci, Ivan. J'ai deux questions, une sur Facebook et une sur le webinaire en direct, qui sont un peu à regrouper. Donc, sur Facebook, il y a une personne qui demande, y a-t-il un groupe par projet ou est-ce que ce sont les mêmes personnes qui travaillent sur les projets? Et du coup, c'est Bernard qui posait aussi la question du référent local pour chaque installation. Comment est constitué votre groupe? En fait, il y en a un seul ou alors il y a plusieurs groupes territoriaux qui sont fédérés? Non, il y a le Pays Basque, c'est petit. Hein, voilà, on travaille. Je dirais, quand je parle de groupe projet, c'est vraiment un groupe, un seul groupe, et qu'on arrive à se réunir. Voilà, l'ensemble du groupe, c'est-à-dire les 10, 11, 12 personnes tous les mois, tous les 5 semaines, on va dire, et après, tous les semaines, ça va être une partie de ce groupe avec les salariés. Il ne va pas avoir des groupes territoriaux de chaque coin, de chaque village. Il va avoir des groupes plus par thématique. Donc, voilà, un groupe qui va essayer de voir, par exemple, on a un projet éolien, des pistes pour un projet éolien, donc il y a un groupe qui s'est constitué autour de ça. Il y a une autre coopérative qui s'est constituée autour de la biomasse. Donc voilà, donc c'est notre coopérative à part, mais il va y avoir aussi une partie de notre des INR qui va travailler avec dans cette thématique. Donc c'est plus de groupes thématiques. Ensuite, il y a chaque membre vient de villages différents, d'un point différent. Donc ça aussi c'est peut-être une réalité qui peut-être c'est différent ailleurs. Il y a finalement, au Pays Basque, la ville la plus importante, c'est Bayonne. Et il n'y a pas beaucoup de gens de Bayonne dans les noyaux durs de INR. Donc, c'est vrai que les gens viennent d'un peu partout. Et finalement, ben voilà, c'est chaque personne va avoir ses contacts dans donc il va prendre en charge d'aller rencontrer la collectivité. Et à un moment donné, quand il y a une réunion formelle, il va mobiliser les autres membres du groupe pour aller l'accompagner, soit à la mairie, soit rencontrer les citoyens. Donc, je ne sais pas si je réponds clairement. Hein, il y a un seul groupe, donc un seul groupe. Il n'y a pas de groupes territoriaux, mais ensuite il y a vraiment cette initiative, on va dire, soit une ou deux, trois personnes, et pour travailler dans chaque village et mobiliser ensuite l'ensemble du groupe. Ici, c'est clair, ça ressemble un petit peu au modèle de Cowatt, qui fait ça à l'échelle du Pays de Loire, ou même de KTENR, que tu dois bien connaître, Ivan. Ça se rejoint. Bon, je conclurai tout à l'heure, Julien, ou peut-être je le fais maintenant parce qu'il est déjà 25. En fait, encore quelques questions quand même, notamment qui viennent de Facebook. Il y en a une qui me paraît assez intéressante par rapport à la problématique qu'on évoque, c'est est-ce que les 450 actionnaires sont répartis par collège? Et si oui, combien de collèges il y a? Ouais. Non, c'est pas un SCIC, hein. C'est pas une société collective intérêt. C'est une société coopérative intérêt collectif. Hein. Nous, juridiquement, on est une SAS. Hein, donc, on n'est pas organisé par collège. Okay. Il y a des SAS qui peuvent s'organiser par collège. C'est un choix. Après, il faut que ça ait du sens.
Là, a priori, ça on n'a pas pour vous. Vous, c'est tous les actionnaires ont le même statut. Il n'y a pas de collège, genre collège Non, collectivité, collège non, investisseur institutionnel ou. non, non, pour l'instant, il n'y a pas de, non, on ne s'est pas organisé comme ça, en sachant que voilà, la plupart des actionnaires, c'est des citoyens, hein, c'est des Hmm. citoyens, donc on commence à voir maintenant d'autres types de personnes morales ou les collectivités, mais ça, c'est très, très récent. Arnaud, si tu veux, il nous reste encore quelques minutes. Alors, j'hésite à relayer des questions qui sont plus sur les Non, projets en eux-mêmes. Je pense que c'est pas ouais. Je suis désolé pour ceux qui les ont posés, mais Alors, je pense qu'on a plein d'espaces d'échange pour parler des projets à énergie partagée. Il y a d'autres webinaires sur les projets. Il y a les animateurs régionaux et les réseaux régionaux qui permettent de se poser des questions entre projets. Il y a la liste adhérents pour les adhérents d'énergie partagée. Et puis voilà, rien ne vous empêche d'envoyer un mail pour comprendre quelque chose sur un point précis. Là, c'est vrai que c'était pas trop l'objet. On s'est un peu éloigné, tout en revenant après dessus. On voit que c'est très lié, quoi, la dynamique de projet d'installation, le besoin de financement, le besoin d'aller collecter des sous, et puis l'organisation du groupe. Là, IBAN nous a présenté une organisation assez, j'ai envie de dire, répandue dans le mouvement citoyen. Vous voyez un peu les masses, hein, 400 actionnaires, 13 actifs, 4 super actifs et 1 salarié. C'est des ordres de grandeur qu'on retrouve beaucoup, surtout sur ce format de projet au moins en grappe photovoltaïque. En tout cas, vous commencez par faire une série de toitures photovoltaïques. C'est souvent ce format-là qu'on retrouve également. Alors, il y a des sujets qu'on pourrait creuser si on en avait le temps. Il y en a peut-être un que je vais ressortir, Iban. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà eu une assemblée générale qui s'est déroulée avec ces actionnaires et est-ce que ça a été un bon moment? Oui, effectivement, mais ça, j'ai envie de vous dire que au Pays Basque, c'est pas un secret, hein, à chaque fois, on essaye d'organiser l'Assemblée générale en mode conviviaux avec un bon cidre basque, et beaucoup de produits locaux. Donc, c'était le cas, hein, on a organisé jusqu'à maintenant trois assemblées générales, donc à chaque fois au Pays Basque intérieur, donc au Pays Basque intérieur, dans les petits villages. Et c'est à chaque fois, il y a 3 temps dans les assemblées générales. Un premier temps qu'on organise en mode séminaire sur un sujet d'actualité. Donc voilà, il n'y a rien d'obligation voilà, légale, on va dire. Ce séminaire global, une présentation en mode, et après avec des questions, un mode question. Un deuxième, on va dire, légal, ou l'Assemblée générale proprement dit, avec voilà, la lecture des rapports moraux, voilà, financiers, etc., avec les votes correspondants. Et un troisième, un repas. Donc, systématiquement, nous, on organise un repas. C'est voilà, un moment convivial aussi pour partager avec les nouveaux actionnaires, pour répondre aussi à des questions plus ou moins informelles. Et voilà, c'est vrai que je pense que c'est important. C'est important c'est là aussi que les nouveaux, on va dire, les investis et les super investis, c'est là qu'il y a des fois les déclics. C'est là qu'après une assemblée générale, on voit que quelqu'un passe d'investi à super investi ou de simple actionnaire à investi. Donc, effectivement, c'est important de marquer des jalons comme ça pour dire aux gens, voilà, pour que les gens aient cette réaction de dire, bon voilà, à partir de maintenant, c'est bon, j'y vais. Et voilà, par rapport à tout ce que tu disais aussi, je pense que c'est important ce que tu disais, de ne pas tuer les désirs. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont investis, mais de faire attention justement. Vous avez vu que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de turnover, hein. Donc, on essaie on a réussi à garder ces groupes. Donc, il y a juste une personne au début qui est partie. Et en plus, c'était pour des raisons personnelles. Donc, je pense qu'il faut essayer, il faut faire un effort dans ce sens. Donc, c'était important ce que tu disais tout à l'heure. Moi, voilà, c'est l'exemple avait en 4 faces. Je pense que c'est important pour
pour comprendre le fonctionnement d'un groupe. Mais j'ai envie de vous dire que dans le fonctionnement d'un groupe, je pense qu'il faut faire attention, il faut à chaque fois être attentif dans les deux sens. Je pense qu'il y a deux risques. Un risque que ça soit un groupe très convivial, on va dire, mais qui n'est pas professionnel. Donc ça, c'est un premier risque. Et un deuxième risque, que ça devienne trop professionnel, trop managériel, on va dire, et donc on tue cette convivialité. Je pense que dans toutes les réalités, ou en tout cas beaucoup de réalités des groupes qu'on constitue, voilà, ça va aller justement, ça va changer tout le temps. Et si ça va dans ce sens, mais à un moment donné, il va y avoir le risque que ça tombe dans ce sens, dans l'autre sens. Donc, si à un moment donné, effectivement, on fait beaucoup d'efforts dans le sens de la convivialité, dans le sens de communication, ben, il va y avoir les risques. Et peut-être qu'à un moment donné, il faudra mettre des outils, des process en place pour devenir un petit peu plus professionnel. Et surtout, je dirais, à vous de faire attention, si vous voyez que ça se professionnalise trop, et ça, je vous cache pas que le fait de prendre un salarié, il y a ce risque que les salariés prennent en charge des tâches que personne veut le faire, et du coup, tu tues aussi l'autonomie du groupe. Donc attention, si vous voyez qu'il y a cette professionnalisation, on va dire, il faut tout de suite mettre en marche des outils plus conviviaux, des partages, pour que les gens s'investissent et que tout le monde ait une vision globale du projet et du fonctionnement de l'équipe. Merci beaucoup, Iban, d'avoir conclu là-dessus. Moi, Julien, je te laisse conclure. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que Énergie Partagée, on a organisé un atelier très ouvert qui n'est pas réservé aux seuls adhérents d'Énergie Partagée, mais à tous, sur une filière qu'on commence à avoir de plus en plus, une filière qu'on va appeler de grappe photovoltaïque. Donc, c'est coopératives de citoyens qui portent, pas seulement, mais c'est souvent une première étape, plusieurs projets d'installation photovoltaïque en toiture, souvent sous forme de grappe, dont un des modèles les plus connus est le modèle Centrale Villageoise. Et puis, il y a pas mal d'autres projets qui sont inspirés et puis qui ont fait à leur sauce. Et on a fait un atelier pour partager pas mal de questions, dont les questions de salariat, dont les questions de bénévolat, dont les questions de financement, d'assurance, voilà, propres à ces modèles-là. Et on fera une restitution de cet atelier dans un webinaire en novembre, je crois, et vous recevrez tous les participants là du webinaire, vous recevrez l'invitation à ce webinaire. Oui, moi je voulais conclure en remerciant tous nos participants qui ont été finalement nombreux, plus nombreux qu'attendu. Remercier beaucoup Iban aussi pour nous avoir donné du temps sur cette séquence qui était vraiment intéressante. Merci beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.